Alors ici, on se trouve au rez-de-chaussée de la tour d'Autriche et nous voyons ici dans la voûte du plafond le porte-voix. En fait, le porte-voix, c'est un trou qui reliait les différents étages de la tour. Et dans ce trou, à chaque étage, il y avait des petits trous qui permettaient de communiquer. Comme ça, quand le soldat qui était en haut, il criait « L'ennemi arrive !» Ici, on ne savait pas l'entendre parce que les murs ici, ils font jusqu'à 6 mètres d'épaisseur. Alors, pour pouvoir l'entendre, avec ce système de porte-voix, on pouvait comme ça communiquer facilement. Et comme ça, les chefs ici pouvaient crier « L'ennemi arrive !» Mets les canons à droite. Et à ce moment-là, le soldat au-dessus pouvait mettre les canons à droite. C'était donc un système facile. C'était un peu l'ancêtre du GSM, si vous vouliez. Alors ici, maintenant, on se trouve dans la salle de torture. La première chose que je devrais dire, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de salle de torture ici à Bouillon. C'est une reconstitution, parce que bien sûr, tous les visiteurs qui veulent venir dans un château veulent toujours voir une salle de torture. On a donc reconstitué ici une salle de torture pour montrer comment c'était. Et tous les instruments de torture qui sont ici, que je vais vous expliquer, ce sont tous des reconstitutions. Donc il n'y a aucun instrument de torture ici qui n'a jamais servi et qui, j'espère, ne servira jamais. Le premier instrument de torture, c'est ici. Ça, c'était un carcan. Ça permettait de mettre deux prisonniers vis-à-vis, un peu comme vous l'avez là sur l'image devant vous. Et leur tête était coincée dans le grand trou et leurs mains dans les petits trous. Et en fait, ça servait pour les petits voleurs qui avaient par exemple volé des pommes ou des poires. Et on les laissait comme ça pendant un jour ou deux, sans manger et sans boire, sur la place du village. Et on attachait ce carcan à un poteau. On appelait ça mettre les gens au pilori. Et c'était donc une torture parce que tous les habitants du village, bien sûr, étaient au courant que c'était des voleurs de pommes ou de poires ou de petites bêtises et leur lançaient bien sûr des pommes pourries, des poires pourries ou les plus méchants, parfois même des pierres ou les insultaient et les frappaient. Et après 2 ou 3 jours, les gens étaient tellement épuisés que bien sûr ils décidaient qu'ils ne s'allaient plus jamais voler et voulaient bien sûr plus jamais recommencer pour être traités de la sorte. Si jamais d'ailleurs le voleur recommençait, on lui demandait de venir ici dans la presse et il devait mettre ses mains ici dans la presse et on venait serrer les boulons de la presse qui venaient leur écraser les doigts. Et après ça, ils avaient les doigts tellement abîmés que bien sûr, ils ne savaient plus utiliser leurs mains pendant un certain temps et qu'ils ne savaient plus voler. Ça, c'était pour les voleurs récidivistes. Maintenant, pour les voleurs qui avaient volé quelque chose de plus important, comme une vache ou un cheval, on les mettait là sur l'échelle. Ça, c'était une échelle pour écarteler les gens. Donc les voleurs étaient mis comme ça, on attachait leurs mains là-bas tout en haut, on attachait leurs pieds avec une corde à la roue ici, et quand le bourreau venait tourner la roue, bien sûr, les gens venaient s'allonger, 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 et ça faisait bien sûr hyper mal dans toutes les articulations. De pire en pire, si le voleur avait volé de l'argent, on le mettait ici à l'estrapade. Alors l'estrapade, c'était une torture qui était très très pratiquée au Moyen-Âge. Ça consistait en une pierre, une chaîne, une roue de renvoi et une roue de manœuvre. Et on attachait le voleur ici à la chaîne, avec les mains derrière le dos. Et quand le bourreau venait tourner la roue là-bas, la chaîne se levait, se levait, se levait, comme ça, jusqu'au moment où le voleur ne savait presque plus respirer. Quand le voleur ne savait presque plus respirer, on lui demandait d'avouer ce qu'il avait fait. Soit il avouait et on le mettait en prison, où il finissait souvent par mourir aussi. Soit il n'avouait pas, et dans ce cas-là, le bourreau continuait à tourner la roue, et à ce moment-là, le voleur décollait, il arrivait là-bas au plafond, suspendu comme ça par les mains, et on le laissait comme ça de nouveau pendant 1 jour ou 2, en lui demandant de nouveau d'avouer ce qu'il avait fait. Soit il avouait et on le mettait en prison, soit il n'avouait pas, et dans ce cas-là, le bourreau retirait le frein de la roue, et comme il y a une grosse pierre, le voleur tombait à toute vitesse sur le sol. Il tombait bien sûr sur son nez, sur ses genoux, avait le nez cassé, les genoux cassés. Et on faisait ça plusieurs fois, jusqu'au moment où il avouait, ou jusqu'au moment où il n'était plus en état d'avouer, qu'il mourait également de cette torture. Et de pire en pire, pour les assassins, on les mettait ici sur la table de torture. Vous voyez ici toutes ces piques. On attachait les pieds de l'assassin là-bas au bout, on attachait leurs mains avec une corde ici à l'avant, et puis on venait tourner la roue. À ce moment-là, l'assassin venait petit à petit s'aplatir, comme vous le voyez sur la photo au-dessus, et toutes les piques ici, ça lui rentrait dans les muscles du dos, et bien sûr, la plupart du temps, il finissait par mourir.
En plus de ça, sur ces pics ici, se trouvait encore souvent le sang du précédent, et donc s'il ne mourait pas de douleur, il mourrait du tétanos ou d'infection. Alors ici, maintenant, on se trouve à l'intérieur de la prison du château. C'est dans cette pièce qu'ont été les prisonniers, et ils restaient ici enfermés, et leur seul contact avec l'extérieur, c'était la petite fenêtre qui est là au-dessus. Cette toute petite fenêtre leur permettait simplement de voir si c'était le jour ou la nuit, et il faut s'imaginer, à force de rester ici, presque dans la pénombre, bien sûr, on finissait par perdre la vue. En plus ici, le prisonnier était rarement seul. Il y avait toujours plusieurs prisonniers, et il faut s'imaginer que dans cette même pièce, ils devaient dormir, faire le besoin, manger. Donc vous imaginez un peu l'hygiène qu'il y avait dans cette pièce. Souvent, les gens finissaient aussi par mourir par manque d'hygiène. Et certains prisonniers étaient même attachés. On a reconstitué ici des menottes pour attacher les prisonniers à des lourdes chaînes. Voilà, ici on se trouve maintenant au niveau de la tour flanquante. La tour flanquante, c'est une tour semi-circulaire. Et son rôle, c'était de protéger les murs du château. Parce que si l'ennemi mettait une échelle contre le mur du château, à partir du chemin de ronde, on ne pouvait pas la voir. Et donc, grâce ici à la tour flanquante, par les canonnières qui sont là, on pouvait contrôler si l'ennemi avait mis une tour contre les murs du château, et donc on pouvait facilement tirer dessus. Et donc, cette tour ici permettait de protéger les murs de fortification du château. C'était un bon complément pour protéger, pour éviter que l'ennemi ne pose des choses contre les murs. Donc ici, nous nous trouvons dans la grande salle Godefroy, qui porte le nom de Godefroy de Bouillon, qui est le numéro 3 ici devant nous. Ici, dans une vitrine, on a représenté la scène où Godefroy de Bouillon demande à sa mère, qui est Ide d'Ardenne, qui est la dame en bleu, qui est juste derrière, de pouvoir partir en croisade avec ses 2 frères. Donc son frère le plus jeune cadet, c'était Baudouin, et son frère le plus âgé, qui était Eustache. Alors ici, dans cette scène, Godefroy de Bouillon a demandé de pouvoir partir. Pourquoi? Parce que le personnage en noir, là, c'est Pierre l'Ermite. Et Pierre l'Ermite avait reçu un message du pape Urbain II pour venir demander à Godefroy de partir en croisade pour aller délivrer Jérusalem. Et donc Godefroy de Bouillon est parti en 1096, donc il aura mis 3 ans pour aller jusqu'à Jérusalem, et il aura délivré Jérusalem en 1099. Et il est parti avec ses 2 frères, Baudouin et Eustache. Et 1 an après avoir délivré Jérusalem, Godefroy a été assassiné, et c'est à ce moment-là son frère Baudouin, le plus jeune ici, qui lui est vraiment devenu roi de Jérusalem. Ici, on se trouve maintenant à une grande énigme du château. En 1964, quand on a rénové ici la grande salle, au départ, la salle était comme sur la photo ici au mur. On voit dans le mur, on a trouvé en fait une grande croix. Et au fond de cette grande croix taillée dans la pierre, il y avait les restants d'une croix en bois qui était calcinée. Et personne ne sait pourquoi cette croix est là, ni qui l'a mise. Mais toujours est-il qu'au début, les visiteurs volaient des morceaux de la croix en pensant que c'était la croix du Christ. En fait, il n'en est rien, parce qu'une analyse de carbone 14 a montré que cette croix ne date pas du Christ, mais date environ du XIVe siècle. Mais pour éviter que les gens continuent à piller les morceaux de la croix, on l'a mis sous verre pour la protéger. Donc maintenant, on peut encore voir ce qu'il en reste, donc les morceaux de croix calcinés, mais ce mystère reste entier, on ne sait pas pourquoi elle est là, ni qui l'a mise. Alors ici, donc au-dessus de la salle Godefroy, se trouve encore un petit musée. En fait, se trouve Scriptura. Scriptura représente l'évolution de l'écriture depuis la plume jusqu'aux ordinateurs. Vous avez vu ici une classe qui a été reconstituée, et puis dans les différentes vitrines, vous allez voir les différents porte-mines, les différents bics, les différents stylos, jusqu'aux ordinateurs qui ont permis l'évolution de l'écriture. À l'entrée de la salle, il y a toute une série de panneaux didactiques qui expliquent en fait l'évolution de l'écriture. Et puis à la fin, il y a plus la représentation pratique des moyens d'écriture, donc de ces stylos, crayons et magicolores et ainsi de suite. Alors nous arrivons maintenant dans la salle primitive. Pourquoi la salle primitive? Parce que cette salle est une des plus vieilles salles du château. Elle date du XIIe siècle. C'est dans cette salle-ci qu'on pouvait manœuvrer le 3e pont-levis, qui était là, donc la 3e protection du château. Dans cette salle, maintenant, nous voyons au mur les différents blasons des différents propriétaires du château. Le tout premier blason ici, rouge, blanc, rouge, c'est le blason du temps de Godefroy, donc des comtes d'Ardenne.
Et puis Godefroy de Bouillon, il a revendu son château au prince-évêque de Liège. Et quand on regarde dans le deuxième blason, on peut presque lire Liège au milieu. Et les princes-évêques de Liège sont restés longtemps propriétaires du château, mais comme Liège est loin de Bouillon, ils avaient mis pour gérer le château des gouverneurs. C'était la famille de Lamarck. Les de Lamarck, ils étaient très connus, ils habitaient à Sedan. Et les de Lamarck sont restés longtemps gouverneurs du château, jusqu'au moment où Évrard III de Lamarck a décidé que tout compte fait, c'était son château. À force de le gouverner, il a dit c'est le mien et il l'a pris sans livrer bataille. Les de Lamarck sont restés donc longtemps propriétaires du château. Et puis après, les de Lamarck, c'était les de la Tour d'Auvergne. Parce qu'en fait, la dernière descendante de Lamarck est morte sans enfant. C'est donc son mari qui était un de la Tour d'Auvergne qui a hérité du château. Et les de la Tour d'Auvergne sont restés un certain temps, puis le château est passé aux Hollandais en 1815. Après la bataille de Waterloo, le château est passé à la Belgique en 1830, et à l'heure actuelle, le château appartient toujours à l'État belge, et il est géré maintenant par le syndicat d'initiative de Bouillon. Alors maintenant, pour terminer cette visite, je vous propose une petite surprise, c'est le spectacle de fauconnerie. Le spectacle de fauconnerie a lieu dans le château plusieurs fois par jour, à 11h30, 14h, 15h30. Il est compris dans le prix d'entrée du château. Et le fauconnier se fait un plaisir de vous expliquer la vie des différents rapaces. Voilà, ça va commencer.